Merci, bonsoir. Donc effectivement, Hervé Géraud, je suis chargé de mission raccordement électrique des navires à quai à Aropa, port du Havre. Alors, quelquefois je dirais GPMH, hein, comme Grand Port Maritime du Havre, voilà, mais c'est Aropa, port du Havre. Pourquoi le port a créé cette fonction, le chargé de mission raccordement des navires à quai? J'étais préalablement responsable du pôle électricité, en charge de l'exploitation des réseaux électriques de distribution sur le port, d'autres choses aussi, mais surtout la distribution électrique. Et au travers de suivi, de veille technologique, j'ai identifié avec mes collègues un besoin. Déjà, il y a une dizaine d'années, on commençait à parler de raccordement électrique des navires à quai. Vous n'entendez pas, monsieur? Je vais essayer de parler plus près. Comme ça va peut-être être mieux. Vous pourriez enlever votre masque, je pense, oui. Alors, c'est comme vous voulez. Hein. Enfin, Vous êtes loin de tout le monde. Il y a unanimité. Je ne sais pas si on peut, le port center. Ouais. Bon. Je vais éviter de tousser alors. Donc, pour dire que cette veille technologique date d'une dizaine d'années déjà. Alors, les technologies n'étaient pas mûres. On faisait du raccordement local, comme la gambe d'Enphare chez nous. Mais on sentait que ça frémissait. Il y a, en 2018, on a été contacté par le ministère des Transports, qui, sous la pression européenne, était en charge de faire une étude sur les opportunités de déploiement du raccordement électrique sur tous les ports de France. Donc on a participé activement à cette étude. On a identifié des sites que je vais vous montrer un peu plus tard. Il y a Marseille. On a beaucoup parlé de Marseille ces dernières années à la télévision, avec la pression médiatique, pression sociétale, qui a conduit au port de Marseille à faire des investissements très très importants, déplacer une partie de son terminal croisière à plus de 7 km, je crois, mettre en place les premiers raccordements électriques sur les ferries en direct. Je suis allé visiter les installations, c'était très intéressant. Et donc, tout s'est fait, je les ai fait remonter à la direction, qui a bien identifié ce point crucial pour le port du Havre, à partir de maintenant jusqu'aux années futures. On va avoir la même pression sociétale ici, les mêmes effets négatifs sur la pollution. Donc, la direction a décidé d'y aller. Donc, elle a créé le poste de chargé de mission raccordement électrique à quai, et j'ai eu l'honneur de commencer ce travail. Voilà. Je vais commencer par vous parler des actions du port du Havre en faveur de la réduction des émissions atmosphériques. Donc, le port participe à plusieurs groupements internationaux de réflexion et d'action pour réduire les émissions. Donc le premier, c'était en 2008, le World Port Climate Initiative, qui a conduit à la mise en place d'un index qu'on appelle l'ESI, et je vous en parle après, qui est un index très concret qui récompense en fait les navires les plus propres dans le port du Havre. Et c'est un index qui est devenu international. Il a commencé avec 5 ports, et maintenant il y a plus de 55 ports qui l'appliquent. On travaille aussi en collaboration avec le WPCAP sur des groupes de réflexion, notamment sur des carburants plus propres. Et puis évidemment l'IAPH, qui est l'association qui regroupe plus de 200 ports à travers le monde, pour aussi travailler sur l'amélioration des émissions. Donc l'ESI, l'Environmental Shipping Index, c'est un index qui récompense, qui classe les navires en fonction de leurs caractéristiques techniques et surtout de leurs émissions atmosphériques. C'est une démarche volontaire, mais qui aboutit quand même à des récompenses financières. Donc depuis 2012, le port du Havre a distribué plus d'1 million d'euros en termes de récompenses à ces navires pour inciter justement à l'utilisation de carburants plus propres et de technologies en faveur de la réduction des émissions. À travers le monde, il y a 8548 navires scorés. L'activité croisière au port du Havre. Alors, je pense que si tout le monde est à vrai, tout le monde sait plus ou moins que c'est sur la pointe de Floride, juste en face. On a... Je vais allumer, ça marchera mieux. Voilà, on a 3 quais concernés. Le quai Pierre Calais, ici. Le quai Roger Monnier, ici.
et le quai Johannes Couvert, que je n'ai pas entièrement là, qui accueille des navires. Donc là, on n'a que 2 escales. La 3e escale se fait généralement ici, ou pour les plus petits navires ici, mais le 3e quai est prévu là. Quelques chiffres. Le Havre en 2019 était le 4e port de croisière en France métropolitaine, derrière Marseille, Cannes et Ajaccio, en termes de nombre de passagers. Les principales compagnies, c'est les plus connues, hein, Carnival avec Costa Aida, Princesse, MSC. En 2019, 131 escales avec 21 compagnies, 49 navires différents, plus de 350 000 passagers. Les escales se sont réparties selon une forte saisonnalité, c'est-à-dire que la plupart des escales, c'est entre avril et juin, ou août à octobre. Mais toutefois, des navires quand même en janvier, février et sur les autres mois. Donc pourquoi ça c'est important? Quand on va étudier le raccordement électrique à quai, forcément à un moment donné, il y a une étude économique et la saisonnalité joue. La taille des navires, entre 150 mètres et 344 mètres sur la saison 2019. Donc on a quand même une bonne marge. Les capacités de passagers, entre 300 et 6300. Donc là aussi, qui dit nombre de passagers et taille, consommation électrique différente. Donc dans nos études, ça va jouer. En moyenne, c'était 2700 passagers par escale. Et les navires restaient en moyenne 12 heures à quai. Alors 12 heures à quai, ça nous aide à calculer les émissions. Un navire à quai, il consomme tant de litres de carburant par heure, en moyenne toujours. Donc 12 heures, on sait à peu près combien ça consomme. Les différents leviers pour diminuer les émissions. Il n'y a pas que le raccordement électrique à quai. Donc heureusement d'ailleurs. Donc il y a le passage du fioul lourd au fioul basse teneur en soufre. Donc il y a des réglementations, notamment la réglementation CK. C'est une zone où les navires doivent utiliser du fioul basse émission, notamment au port du Havre. C'est 0,1 dans la zone % de fioul, de soufre dans le fioul. Donc on est bien protégé au port du Havre. Un autre levier pour diminuer les émissions sur les navires, c'est des coefficients d'efficacité énergétique. C'est comme sur nos voitures. Une vieille voiture avec un mauvais rendement consomme plus et émet plus de pollution qu'une voiture récente avec des équipements qui permettent de diminuer les consommations et les émissions de polluants. Les navires peuvent aussi être équipés de ce qu'on appelle des scrubbers. Des scrubbers, ce sont des systèmes qui nettoient les fumées. Quand les fumées partent, au lieu de partir directement dans l'air, elles sont lavées par de l'eau de mer. Il y a des traitements qui sont effectués et les déchets qu'on ne veut pas mettre dans l'atmosphère sont stockés. Alors, il y a 2 systèmes, ce qu'on appelle en boucle ouverte ou en boucle fermée. En boucle fermée, les déchets sont stockés. En boucle ouverte, les déchets sont rejetés à la mer. Donc, on peut avoir un avis sur l'intérêt. Il y a un nouveau système qui est en train d'être mis sur les navires récents, ce sont les SCR. C'est ni plus ni moins que des pots catalytiques. Donc on traite les fumées et on retire notamment les émissions d'oxyde d'azote. Alors il y a un traitement à peu près identique aux pots catalytiques des voitures, plus un traitement aussi chimique avec de l'ammoniac. Ça permet d'éliminer une grosse partie des polluants. Il y a aussi la motorisation des navires au GNL. Donc quelques petites photos, parce qu'au port du Havre, on a été assez exemplaire là-dessus. On a, dans le cadre de nos actions SafeCK, on a eu un projet d'alimentation, notamment des navires Aida Prima, lorsqu'ils étaient à quai, avec du GNL. On a eu pas mal d'escales où on a avitaillé ce navire, pendant lequel il n'émettait plus de fumée, puisqu'il était alimenté au GNL. On a remotorisé la drague Samuel de Champlain pour mettre une motorisation GNL. Lorsque cette drague est sur le Havre, elle est alimentée tous les 15 jours par 4 camions de GNL. Le GNL permet de diminuer de 25% les émissions de CO2 et de 90% les émissions de particules fines, d'oxyde d'azote et d'oxyde de soufre. Donc c'est intéressant le GNL pour tout ce qui est
soufre, azote, particules fines. C'est relativement intéressant pour le CO2, mais seulement il nous reste quand même une grosse partie de CO2 émise. Et dans les années à venir, ça aura son importance, car la réglementation sur l'émission des CO2 augmente et se durcit de plus en plus. Un autre levier pour diminuer les émissions, tout le monde en entend plus ou moins parler, c'est le grand espoir de tous les motoristes et de tous les armements aussi actuellement, c'est l'hydrogène. Alors l'hydrogène, c'est un peu magique. En fait, ça produit de l'eau et de l'énergie. Alors il faut quand même le produire, l'hydrogène. Donc il y a des grosses questions là-dessus. Il y a l'hydrogène vert, il y a l'hydrogène gris. On espère tous qu'on trouvera des solutions à la fois pour le produire de façon propre, mais aussi pour pouvoir le stocker. Le stockage de l'hydrogène, ça se fait à très très basse température. Je crois que c'est moins 250 degrés. Et ça se stocke aussi de façon sécuritaire. Hein. On imagine les grosses bonbonnes d'hydrogène. Donc, et en plus, il faut créer une filière. C'est en train d'être fait sur sur la région du Havre. On espère qu'il va y avoir une filière hydrogène qui va se créer. Et enfin, l'objet de ma présentation, c'est le raccordement électrique à quai. Alors pour moi, le raccordement électrique à quai, c'est le procédé le plus efficace pour la réduction des émissions en escale. À pondérer quand même, puisque l'électricité, il faut bien la produire. Et on sait qu'il y a différentes façons de produire de l'électricité qui sont plus ou moins propres. Néanmoins, pour les émissions dans le port, quand on raccorde un navire à l'électricité, il arrête ses moteurs. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un navire, quand il est en escale, il est arrêté, certes, mais surtout pour les navires de croisière, il y a toujours des ascenseurs, il y a toujours des cuisines, il y a toujours des frigos, beaucoup de lumière, des salles de sonorisation, des restaurants, beaucoup d'électricité. Un paquebot, en moyenne, toujours en moyenne, consomme entre 10 et 12 mégawatts de puissance par heure. Donc, c'est quasiment l'équivalent d'une petite ville. Et en réalité, c'est une ville. Un navire de 3000 ou 6000 personnes, c'est une ville. Avec en plus des animations, des restaurants que n'ont pas des villes de cette taille-là. Donc quand le navire arrête ses moteurs pour produire l'électricité, de fait, il arrête les émissions polluantes, il arrête ses vibrations. On ressent les vibrations sur certains navires quand le moteur tourne. Et il arrête aussi ses émissions sonores, ce fameux qu'on entend tous à proximité de navires. Donc en France, Marseille a été le précurseur, il faut rentrer à César ce qui appartient à César. Il a raccordé ses ferries de la méridionale électriquement à quai. Il est en train de raccorder Corsica Linea et il a un gros programme d'investissement sur le terminal croisière à l'image de ce qu'on veut faire, et même un peu plus que ce qu'on veut faire. Alors les ferries, c'était assez simple pour Marseille, je ne veux pas dénigrer leur travail parce qu'ils ont vraiment été précurseurs. Un ferry, ça vient toujours au même endroit. C'est toujours la même personne qui exploite. Donc on prend les prises et on les met. En plus, il y a un autre paramètre que je vais vous expliquer après, c'est que pour les ferries, vous pouvez les brancher directement sur le courant, sur le secteur, on va l'appeler vulgairement comme ça. Pour les navires de croisière, il faut faire d'autres opérations de conversion. On va en parler après. Et ailleurs, il y a beaucoup de pays qui se sont mis au raccordement électrique à quai, les États-Unis, surtout la côte ouest, la Norvège, le Danemark, les pays du Nord sont très en pointe là-dessus. L'Allemagne, la Grande-Bretagne, l'Espagne, l'Italie, la Grèce. Je devais aller en Allemagne la semaine prochaine voir des installations qui sont en cours de mise en service. C'est un peu annulé. Je vous ai parlé tout à l'heure d'une étude qui avait été faite avec le ministère des Transports en 2018. On a identifié 5 sites où on avait l'opportunité de mettre du raccordement électrique à quai sur le port du Havre. Évidemment, il y a Pointe de Floride, dont on va parler juste après. Il y a les terminaux nord, Amérique Atlantique, Port de Mine, évidemment, le terminal roulier, et en dernier, le ferry. Alors le ferry, c'est compliqué. Intuitivement, on pourrait se dire que c'est le premier site qu'il faudrait faire. Sauf que les ferries ne sont pas équipés.
actuellement. On a failli en avoir un en 2013 qui était équipé pour le raccordement à quai. Finalement, il n'a pas été construit. Donc on a décidé, pour avoir un impact fort et rapide, de traiter la pointe de Floride, qui en plus a une proximité avec les zones urbaines très forte. Alors comment ça marche le raccordement électrique à quai? Là c'est un schéma, je vais vous montrer un petit film après, qui j'espère est pédagogique. Donc on a beaucoup d'installations pour la croisière, c'est très compliqué. On a le réseau public de distribution. Ah mince, vous voyez pas. Bon, c'est sur la gauche là, c'est Enedis, ex-ERDF, ex-EDF, qui arrive en 50 000 volts 50 Hz. 20 000 volts 50 Hz, excusez-moi. Et on a un problème, c'est que les navires, ils ne sont pas en 20 000 volts 50 Hz. Les navires sont soit en 6600 volts, soit en 11 000 volts, et soit 50 Hz, soit 60 Hz. Plus souvent en 60 Hz d'ailleurs. C'est-à-dire que si on se branche directement sur le réseau public de distribution, sur Enedis, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas du tout. Donc, il nous faut convertir le 50 000 volts du réseau public de distribution en 6600 volts ou 11 000 volts, 50 ou 60 Hz. Et ça, c'est pour des puissances très fortes, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Bon, l'équivalent d'une ville. Il faut des câbles, parce que cette installation qui est très grande, elle n'est pas au bord du quai, puisque au bord à quai, c'est pour l'exploitation, on n'a pas la place de construire des bâtiments. Il faut des câbles qui passent sous les quais et qui arrivent à un système de raccordement que vous allez voir sur le petit film juste après, qui est un système qui permet de se déplacer le long du quai pour amener les prises au bon endroit, au niveau où elles doivent rentrer dans le navire. Et quand vous allez voir la taille des prises, vous allez comprendre que c'est pas une mince affaire. Donc je vais vous montrer le petit film, en espérant que ça fonctionne correctement. Voilà, c'est parti. Je vais l'avancer un peu. Ça, c'est le véhicule qui se déplace le long du quai pour raccorder. Voilà. Donc, on a un navire qui arrive. Le véhicule qui est stocké dans un petit garage là, le long du quai, est déplacé au bon endroit pour pouvoir amener les prises à l'endroit où elles doivent rentrer dans le navire. Alors ça, c'est l'installation qui est en service actuellement à Hambourg, sur le terminal Altona. C'est une installation qui était vraiment un précurseur dans le domaine, et c'est le top de la technologie. Donc, le véhicule se stabilise, et ce que vous voyez là, c'est un bras hydraulique qui va amener les prises qui sont ici jusqu'à la trappe d'entrée du navire. Donc vous voyez le nombre de câbles, hein. Il y a 4 gros câbles de puissance. Chaque prise qui est à l'intérieur là fait 14 kg. On n'est pas sur de la prise de 120. Hein. C'est l'équipage qui branche les prises, puisque c'est le responsable à l'intérieur du navire qui branche les prises. Et une fois que c'est branché, voilà, le navire coupe ses groupes de production d'électricité, et on va voir que les fumées s'arrêtent. Voilà. Et ce qui est très important, c'est qu'il y a une marée au Havre. Le navire monte, descend, et donc le système doit suivre la marée pour pas que les câbles soient arrachés. Et ça fonctionne réellement, ce système-là, à Altona. Voilà, donc le navire se déconnecte, il redémarre ses groupes, et le véhicule soit se déplace à l'endroit
où un prochain navire va arriver, soit rentre au garage. Voilà, je trouve ce petit film très, très pédagogique. Donc, pour un poste de raccordement à quai, un seul, c'est 16 MVA. Alors, voilà, il y a un électricien dans la salle, je vais le faire hurler, mais voilà, 16 mégawatts. Il y a un coefficient 0,8, mais bon, voilà. Donc, le projet Pointe de Floride, là, on parle vraiment du terminal croisière. Qu'est-ce qu'on va faire? Comme vous l'avez compris, il faut beaucoup, beaucoup de puissance. Théoriquement, il faudrait 3 fois 16 MVA. Enedis n'est capable de nous en donner pour l'instant que 30. Donc on va se débrouiller avec 30. Et 30 MVA, on ne le trouve pas comme ça, 30 MVA. On ne peut pas aller se raccorder au bout de la rue sur 30 MVA. Il faut beaucoup, beaucoup de puissance. Donc on va aller chercher cette puissance dans un poste source, là où en fait les grands câbles suspendus qu'on voit le long de la zone industrielle, par exemple, arrivent. Hein, c'est RTE qui amène la grosse puissance au poste source qui est au pied de la centrale thermique. Je réponds tout de suite à la question. Ce poste source restera. On va amener ces câbles Enedis jusqu'à la pointe de Floride. Ça fait à peu près 3 km de câble. Ça va coûter très très cher, plusieurs millions d'euros. On va mettre un poste de livraison dans un des hangars. Le système de conversion dont on a parlé tout à l'heure à côté. Et il va falloir toute une distribution électrique pour amener le long des quais le petit véhicule ou un autre système dont je vais vous parler tout à l'heure. Parce qu'il n'y a pas que le système du véhicule qui se déplace tout seul. Il y a des systèmes un peu moins compliqués et plus anciens aussi, donc plus éprouvés, où ces véhicules-là viennent se raccorder sur des points fixes sur le quai. Je vais vous montrer ça après. Donc ça, on va faire ça sur 3 quais. Voilà. Quand je dis voilà, c'est pas simple. C'est pas simple. Et ça va coûter beaucoup d'argent. Pour que vous puissiez visualiser un peu à quoi ça ressemble, le poste où va arriver l'énergie électrique va faire 7 mètres par 5 mètres, en gros. La conversion, c'est 30 mètres par 15 mètres. Et les petits postes de distribution finaux, c'est des petits postes comme on peut voir dans les rues, hein, de 10 mètres par 2 mètres 50. Voilà. On va avoir plus de 1000 mètres carrés d'installation électrique. Plus de 1000 mètres carrés. Voilà, ça c'est ce que je vous ai montré à Hambourg, le petit film. Donc le véhicule qui sort de sa boîte, le système qui amène les prises en bord à quai. On n'a pas vu sur le petit film, mais c'est piloté à distance. Ça c'est ce qu'il y a dans la tranchée tout le long du quai sur lequel est raccordé le véhicule. C'est ce qu'on appelle une chaîne à câbles avec tous les câbles de puissance dessus. Les autres systèmes qui existent, je ne vais pas vous les détailler parce que c'est pas forcément l'objet de la réunion, mais il y a des fosses tout le long du quai, comme ça, réparties tous les 60 mètres. Et au lieu d'avoir un véhicule qui est connecté à une chaîne à câbles, le véhicule il a des grosses rallonges et il vient se connecter dans les fosses et il tire son câble après le long du quai pour aller au bon endroit. C'est un peu moins sexy. Mais ça peut être moins cher. Et le troisième système, c'est au lieu d'avoir des fosses enterrées, on a ce qu'on appelle des potences. Hein, c'est au lieu que les prises de courant sur lesquelles le véhicule vient se raccorder soient dans des trous, et elles sont à hauteur d'homme. Et ça nous plaît un peu plus. Ça. Il y a moins de risques pour les gens qui vont brancher les prises, il y a moins de risques avec l'eau. Voilà. Et notre objectif, c'est 2023. C'est-à-dire, c'est demain. C'est demain. Est-ce que vous avez des questions? Qui va payer l'énergie? Et à qui? Alors, l'exploitant va acheter l'énergie électrique et va la revendre sous forme de service aux compagnies maritimes. Quand on fait le modèle économique de ce système-là, c'est très compliqué. Ça va coûter très cher. On estime peut-être aux alentours de 20 millions d'euros. Quand on achète l'énergie électrique, on l'achète à un certain prix.
et l'énergie qui est produite en temps normal à bord d'un navire, elle coûte un certain prix. C'est-à-dire que le navire fait tourner ses groupes électrogènes, il met du gazoil dans ses groupes électrogènes, et ça lui sort de l'électricité, et ça lui coûte X centimes. Quand on achète, nous, l'électricité, ça coûte Y centimes. Et on ne peut pas vendre les Y plus cher que les X qui sont produits à bord. Sinon, l'armateur va nous dire « Non, attendez, ça ne m'intéresse pas ». Donc notre boulot, nous, au port, c'est de dire à l'armateur, vous n'allez plus avoir d'émissions de CO2, et comme bientôt vous allez payer des pénalités pour le CO2, ça va vous coûter moins cher. 2, on peut vous aider sur les montants des droits de port. C'est une incitation financière. Comme vous n'allez pas polluer, nous aussi on fait un geste. Et 3, on va travailler sur l'achat d'énergie électrique pour essayer d'avoir les prix les plus bas, les plus bas, les plus bas. Et 4, c'est des installations qui coûtent très cher, mais à l'établissement du plan de financement, on essaye d'avoir un maximum de subventions pour que la rentabilité de l'installation ne soit pas trop difficile à obtenir. Voilà. Donc effectivement, c'est un point très important, la revente d'électricité. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que jusqu'à pas longtemps, on n'avait pas le droit de vendre d'électricité. La réglementation a évolué, sous notre pression d'ailleurs. On a dit, si on doit raccorder des clients en électricité pour qu'ils polluent moins, il faut au moins nous autoriser à le faire. Voilà. Donc on travaille sur plein d'aspects en même temps. C'est un projet qui est déjà monté. Quand vous dites objectif 2023, c'est engagé ou c'est encore à l'étude? Alors, les études avancent pour que ça soit fait en 2023. Il y a une vraie volonté de le faire. Le réseau, comment il gère ça? D'un seul coup, un gros appel de charge. Alors, très bonne question, effectivement. C'est pour ça qu'on se raccorde au niveau d'un poste source. Une des solutions, si ça avait été possible, mais compte tenu des puissances, ce n'était pas possible, pour des puissances moins importantes, par exemple pour certains, pour le trafic roulier, au terminal roulier, on pourrait se raccorder au réseau de distribution normal. Quand un navire se raccorde sur le réseau, ça fait une chute de tension, ça fait un appel de puissance, un peu ce que vous ressentez chez vous quelquefois quand les lumières tombent, et donc ça écroule le réseau. Et ça, Enedis n'aime pas du tout. Là, pour la terminale croisière, on n'aura pas le cas parce qu'on va se raccorder à la source. Ça gère bien. À la source, ça gère bien, oui, puisque c'est là où on a le plus de puissance disponible. Et au niveau de la centrale thermique, là, comment ça se passe? Parce qu'on nous annonce sa fermeture. Alors justement, c'est un point sur lequel on a été très attentif. La centrale va fermer, mais le poste source, en fait, n'appartient pas à la centrale. Le poste source, il est géré par RTE, Réseau de transport d'électricité, c'est les gros câbles sur les gros pylônes électriques, et par Enedis, qui est distributeur d'énergie électrique. Ce poste source-là, il ne peut pas être supprimé. C'est un des 5 postes qui alimentent tout le Havre et la zone industrielle portuaire. Donc ce poste-là va rester. L'origine de production. Alors en France, 80% de l'électricité est produite du nucléaire. Alors ça baisse un peu au fur et à mesure. C'est aussi une bonne question, parce que j'en ai pas parlé. Un des objectifs pour l'acceptabilité des armateurs, en plus du prix d'électricité, c'est l'origine de l'électricité. Quand Aïda est venu nous voir il y a une dizaine d'années en disant « je veux me raccorder à quai, qu'est-ce que vous me proposez ?» Aïda nous a dit soit GNL, soit électricité. Et en discutant, c'était des Allemands, nous ont dit vient d'où votre électricité? Du nucléaire. Ils ont dit non, on n'en veut pas. Nos passagers n'accepteront pas cette électricité-là. Voilà. Donc, pour rendre encore plus acceptable ce raccordement à quai au Havre, dans l'achat d'électricité qu'on fait, on peut imposer une part d'énergie électrique issue du renouvelable. On peut dire à notre prestataire, que ce soit Total, Engie, Direct Energy, on veut 20% par exemple d'électricité issue de l'éolien ou du solaire. Et par contrat, ils sont obligés de nous mettre. Vous avez répondu à la question en disant que les études vous permettaient de mettre en service en 2023.
Et quelle est la date limite de la décision du conseil d'administration pour lancer le grand projet? Alors, aujourd'hui, on rédige les appels d'offres. On va mettre en consultation début d'année 2021. Si on suit le planning, on attribue fin 2021. Tant qu'on n'a pas attribué, on peut revenir en arrière. Vous n'attendez pas une reprise de la croisière un peu plus importante? Alors moi, je ne suis pas qualifié pour vous parler de la croisière, madame. Je suis désolé. Je suis un technicien. Mais c'est un paramètre fondamental. Ce que je pense, à titre personnel, c'est qu'il faut être prêt pour quand la croisière va redémarrer. C'est pas quand les bateaux vont être là qu'on va faire des travaux le long du quai. Vous avez bien compris qu'il faut qu'on fasse des tranchées tout du long, qu'on empêche les passagers qu'ils aient aussi une vision un peu dégradée de l'accueil. Je ne vais pas dire que c'est une opportunité, parce que ce serait scandaleux de dire ça, mais il faut le faire maintenant. Ouais, parce que je pense que j'ai pris pas mal de temps. Désolé, Marina. Merci pour votre attention. Donc, bonjour à tous. Donc, moi, je suis Marina Labelli. Donc, je travaille pour Aropa. À la différence d'Hervé, je travaille pour les trois ports. Hein. Je suis mise à disposition du GIE. Et mon travail, c'est de développer la multimodalité, donc le transport des marchandises par la ferroviaire et par le fluvial. Et le projet... Et le projet dont je vais vous parler, donc Bornéo, c'est quelque chose qu'on a développé dans le cadre de l'amélioration des conditions d'accès au port et puis des conditions d'usage. Donc ça va être un projet qui existe depuis 2 ans maintenant presque. Donc il est aujourd'hui basé sur le fret, mais on a vocation à le développer très rapidement sur la partie croisière fluviale. Et à un moment donné, je passerai la parole à monsieur John Seymour, le capitaine du Bizet, qui vous témoignera de l'usage de ce service, ou presque, je préciserai pourquoi, en tant qu'utilisateur sur un paquebot de croisière. Donc on a des enjeux qui sont multiples hein, pour situer un peu les choses, donc ce n'est pas tout à fait les mêmes puissances, hein, ça n'a rien à voir que la croisière maritime, mais un bateau fret passe 65% de son temps à quai. Alors vous me direz c'est beaucoup, c'est normal puisque un bateau a besoin de temps pour charger et décharger, des temps d'attente, des temps d'avitaillement et autres. Et un bateau croisière, lui, on a un autre chiffre qui est parlant également, c'est qu'il consomme 40% de plus à quai qu'en navigation. Donc ces deux chiffres pris l'un et l'autre montrent qu'on a vraiment un enjeu très important. Donc des bénéfices partagés. Alors je ne vais pas revenir trop sur les objectifs environnementaux, hein, c'est les mêmes sur le fluvial dans une autre mesure. Donc c'est la réduction des émissions, de la consommation. C'est aussi un sujet économique. Aujourd'hui, il y a 2 ans, quand on a mis en place le service, donc un service qui a été compliqué à mettre en place puisqu'il rassemble à la fois les 3 ports du Havre, puisque Aropa ne va pas encore jusqu'à permettre la possibilité d'investissement pour l'ensemble des 3 ports, et Voies navigables de France, hein, qui gère la rivière entre ces 3 ports. Donc ça a été un gros travail de travailler ensemble. Aujourd'hui, on y prend plaisir, mais il y a eu des moments plus compliqués, parce qu'on a fait marcher notamment 4 agents comptables avec chacun ses règles. C'était un peu nouveau, donc, mais aujourd'hui ça fonctionne. Et une des craintes, c'était de dire, mais on va facturer un service qui aujourd'hui n'existe pas. Quelle va être la réaction des utilisateurs? Et en fait, on leur a dit, il n'y a pas de souci, parce que les gens qui sont sur le réseau, ce sont des gens qui sont entre guillemets captifs du bassin de la Seine. Hein. Quand on est en fluvial, on ne peut pas repartir et s'enfuir par la mer. Et de 2, quand on a étudié avec eux, ce qu'il y avait eu des exemples faits ailleurs, le raccordement à quai par rapport au fonctionnement du groupe électrogène, en moyenne, c'est une économie de 20%. Donc c'est assez énorme. Auquel vous ajoutez un confort, hein, c'est plus de fumée, mais c'est aussi plus de vibrations. À la fois pour les personnes à bord, mais aussi pour les riverains. Parce qu'en fluvial, on est encore plus au cœur des villes. Hein. Je pense notamment à Paris, où là, on est vraiment au milieu. Rouen également, où on est le long des quais.
Alors le réseau Bornéo, donc comme je vous l'ai dit, il rassemble les 3 ports et voies navigables de France. Donc là, c'est une expérimentation. On a parlé de démonstrateurs. C'était vraiment une pratique nouvelle. Quand on a lancé le projet, il a fallu que nous on y travaille. Donc c'est un projet qui, je dirais, sur le point de vue technique, il n'y a pas trop de révolution, il n'y a pas trop d'innovation. L'innovation est dans le fait de travailler ensemble. Alors déjà, nous, travailler les 3 ports plus VNF, mais aussi de travailler avec les transporteurs, parce que le service, il est fait pour eux. Il est de travailler aussi avec des financeurs, leur expliquer pourquoi, comment on veut faire. On a obtenu des financements dans le cadre du contrat de plan inter-État-région, de la région, à l'époque, Haute-Normandie, au titre du plan de prévention de l'air. Enfin, vraiment, on a eu beaucoup d'engouement pour nous aider sur ce projet. Donc aujourd'hui, on a une quinzaine de bornes. Donc vous voyez la répartition sur la carte qui fonctionne donc, pour le fret. Alors l'accès à la borne, on a mis du temps pour le faire. C'était trop long. Mais aujourd'hui, on a un système qui est, je dirais, très simple. Quelqu'un qui veut se raccorder au réseau, c'est aussi facile que de créer un abonnement de téléphone. Donc il va sur le site borneo.fr. Il remplit les documents, donc il a juste à joindre un cabis et un RIB, inscrire ses bateaux. Et ensuite, chaque gestionnaire a la capacité ou non de l'accepter comme client, de fixer également ses propres tarifs, etc. Mais pour l'utilisateur, il s'inscrit une fois pour toutes et il est inscrit pour l'ensemble du réseau de la Seine. Une fois qu'il arrive sur la borne que vous voyez en photo, il a le choix entre plusieurs prises. C'est pareil, ces prises, elles ont été définies avec l'ensemble de la profession parce qu'il y a autant de bateaux que quasiment de systèmes électriques. Parce qu'un bateau, c'est comme une installation particulière. Chez moi et chez vous, c'est pas fait pareil. Il y a des différences d'âge, de niveau de qualité, de besoins en électricité. Et donc, du coup, il a fallu qu'ils se mettent d'accord entre eux pour définir, entre guillemets, un standard. Donc, on est arrivé sur ces 3 standards, donc les prises 16 ampères pour les plus petits bateaux et les 63 ampères pour les plus importants. On a également ajouté, mais ça on sort un peu du sujet, sur les majorités de ces bornes, de la distribution d'eau, parce que c'était aussi un problème de ravitaillement. Donc là aujourd'hui on a de l'eau également sur certaines bornes. Quand il arrive sur la borne, du coup vu qu'il a créé son compte en amont, il se présente sur la borne, il y a un écran tactile. Il rentre son identifiant qui est entre guillemets l'immatriculation du bateau et après le code secret que le gestionnaire lui a donné en autorisant son compte. Et ensuite, il choisit quelle prise, s'il veut de l'électricité, s'il veut de l'eau. Et ensuite, il reçoit un SMS en fait, quand il a terminé sa consommation pour lui dire qu'il a consommé tant d'unités d'eau, tant d'unités d'électricité. Et ensuite, c'est facturé par chaque gestionnaire en fin de mois. Voilà. Les consommations, donc aujourd'hui, les consommations, c'est ce qu'on regarde le plus maintenant qu'on a fait l'investissement. Donc on a eu un nombre d'inscrits. Donc là, la courbe, elle s'arrête en novembre 2019. Donc maintenant, ça commence un peu à réduire parce qu'on a quand même un certain nombre de bateaux. Donc on continue toujours à aller rechercher des nouveaux clients, à se promener le long des quais pour dire est-ce que vous avez vu que là-bas, il y a une borne, pensez à vous y raccorder. Donc on démonte toujours un peu le niveau du service. Et au niveau des consommations... Pardon, merci. Je ne vais pas me tromper dans les chiffres. Donc le service a été mis en place en décembre 2018 et à ce jour, on a facturé 195 mégawattheures, soit l'équivalent, parce que dit comme ça, quand on n'est pas électricien, ça ne parle pas forcément, 238 tonnes de CO2 économisées ou le chiffre encore qui me parle le plus, plus de 75 000 litres de gasoil. Voilà. Donc c'est pas neutre, sachant que c'est quelque chose qui va augmenter. Aujourd'hui, un batelier, il va arriver sur le quai, son premier réflexe, c'est j'appuie sur le bouton, je mets mon groupe électrogène. Nous, on a changé nos pratiques, mais il faut également que eux changent les leurs. Alors, il y a la bonne volonté, il y a celui qui va se brancher, mais malheureusement, son installation électrique n'est pas adaptée, ou il y a une cafetière, des fois, qui est défaillante, c'est des choses très basiques et ça fait tout sauter. Donc, il y a également des aides de Voies navigables de France pour remettre un peu à niveau ces bateaux. Donc, quand je vous dis que c'est vraiment quelque chose de consensuel, c'est que vraiment, tout le monde essaie que ça se passe bien. Voilà sur les consommations électriques. Là, je vais parler un tout petit peu de la croisière. Alors, nous, en tant que Aropa et VNF, on a quelques bornes croisières, mais je dirais que c'est des choses un peu isolées. C'était un petit peu des expériences ou des projets qu'on développe pour des quais privés. Là, je vais vous parler de quelque chose que je regarde de très près, mais qui ne m'appartient pas, puisque c'est la borne qui est quai de Marseille, qui a été installée par le Havre Seine Métropole, auquel Monsieur Seymour est raccordé.
Mais c'est vraiment un beau projet parce que là, elle est vraiment située au cœur de la ville. Surtout, ce que je voulais montrer aussi, ça vous permet de voir ce que c'est en termes de bateau, en termes de coffret. Et puis, il y a une petite vidéo, normalement. C'est là, on va voir si ça marche ou pas. Qui vous explique que le projet, il a été financé aussi un peu vertueusement via le projet Kiwai de la Caisse d'épargne. Je ne suis absolument pas sponsorisée par la Caisse d'épargne, mais c'est pour montrer que c'est des choses simples. Et ce qui est, moi, j'adore dans ce projet, c'est qu'on s'y met tous, quoi. Il y a vraiment de la bonne volonté partout. Nous sommes sur le port du Havre. Christophe Gaillard, dites-nous pourquoi vous nous avez donné rendez-vous ici. Eh bien, je vous ai donné rendez-vous pour vous présenter nos nouvelles bornes. Là, nous sommes sur un bateau de croisière fluviale. Eh bien, ce bateau de croisière fluviale, on l'alimente en électricité et en eau. C'est ce projet participatif Kiwai qui a permis ce projet. Quel est l'impact écologique de cette borne ? Eh bien, les bateaux de croisière, en temps normal, ils sont obligés de marcher quand ils sont à l'arrêt sur leur groupe électrogène. Eh bien, en les alimentant à quai, ils coupent leur groupe électrogène et ils ne rejettent plus du tout de gaz polluants dans l'atmosphère, plus du tout de CO2, etc. Et donc, il faut une grosse économie de carburant, une grosse économie d'entretien. Donc, c'est une économie parce qu'effectivement, on n'achète plus de produits pétroliers. Et donc, on vient s'alimenter sur le réseau électrique des terriens. C'est une énorme source de pollution en moins, puisque effectivement, un groupe électrogène, des gros groupes électrogènes en plein cœur de la ville, eh bien, effectivement, ça pollue beaucoup. Et donc là, comme ils sont complètement coupés, eh bien, les riverains, voilà, aux alentours, peuvent respirer l'air pur du grand large. C'est à la fois écologique et économique. Bien sûr, il y a d'autres projets. Bien sûr, il y a tout l'axe Seine à équiper. Bien sûr, les bateaux de croisière donc, se déplacent sur tout l'axe Seine, donc du Havre, Honfleur, Rouen et la ville de Paris. Alors sur l'axe Seine, pour le moment, il y a une quinzaine de bornes. Donc c'est un gros démonstrateur. Et il y a des projets pour environ 80 bornes qui vont s'installer. Gros investissement, effectivement, bénéfice pour les investissements, pour les mariniers hein, du fret, l'environnement, bien sûr. Cette campagne Kiwai Bravo, elle s'est terminée avec succès. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Comment elle s'est déroulée? Comment vous l'avez vécue? Quel partage vous avez fait sur ce beau projet avec les Normands, les associant justement à cette réussite? Eh bien, voilà, c'est un projet totalement normand, hein, puisque la société SGA est totalement normande, le projet est normand. Donc le financement Kiwai, c'est un financement original. Nous sommes fiers d'avoir participé à ce financement original. Ça nous a permis en plus dans cette période un petit peu difficile de Covid, de bien financer le projet. Donc pour ça c'est intéressant, avec un projet participatif de chacun des citoyens normands. Donc ça c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Et on est assez fiers d'avoir été dans les premiers projets retenus. Alors merci pour ces témoignages, Christophe Gaillard. Merci aux équipes de SGA Mobility de s'être prêtées à l'aventure Kiwai. Merci pour avoir partagé cette aventure avec les épargnants normands. Et puis merci d'avoir témoigné, un témoin très concret de ce que l'on peut faire en Normandie pour la croissance verte. Voilà ma petite. Ça remarche, non? Ça remarche pas. Voilà, je propose de passer à M. Seymour et puis je vous présenterai après juste le projet Axe Seine. Un, deux.
Ça fonctionne? C'est bon? Donc bonjour à tous, donc John Seymour, donc capitaine du Bizet, donc et utilisateur aussi donc des bornes électriques donc ici au quai de Marseille au Havre et également à Javel sur Paris. Donc pour nous ça présente vraiment que des avantages, hormis la manutention des câbles, qui comme vous l'avez compris est assez lourde, donc environ une centaine de kilos par câble, donc 5 câbles, donc environ une demi-heure d'opération pour brancher le bateau. Mais mis à part ça, donc, ça nous permet de faire une économie. Donc, pour nous, la consommation moyenne de GNR, puisqu'on tourne au GNR, donc c'est une trentaine de litres par heure. Donc, ce qui fait quand même, au bout de 5 jours d'escale sur Paris, par exemple, ça fait quand même énormément de CO2 qui n'est pas dans l'atmosphère. Et aussi, donc, du coup, pour les passagers, malgré que les salles de machine soient très bien isolées, on aura toujours ce bourdonnement donc, de bruit de machine en fait, qu'on a en fond, même si avec le temps on s'y habitue. C'est quand même vraiment un confort en fait, de ne plus avoir ce bruit-là aussi. Donc mis à part ça aussi, donc là comme par exemple maintenant, là, depuis cette année, c'est la première fois qu'on a été branché au Havre vu que la borne est toute neuve donc au quai de Marseille. Donc du mois de mai jusqu'à mi-mars l'année prochaine, donc zéro émission, enfin quasiment zéro émission, hormis parce qu'on redémarre en fait juste la chaudière du bateau, juste pour chauffer l'eau le temps, vu qu'on n'est plus que deux personnes à bord, dû au Covid. Donc c'est les seules émissions qu'on a de toute la journée, quoi. Et donc le fait de ne pas tourner sur les groupes électrogènes aussi, ça nous fait économiser 3 vidanges par mois. Donc c'est quand même aussi de l'usure machine et de l'entretien en moins. Et de l'économie d'huile aussi, quoi, surtout. Donc pour nous, c'est vraiment très confortable et c'est vraiment quelque chose qu'on attend sur vraiment toutes les escales, en fait. Même pour les plus petites escales, quoi. Nous, pour un minimum, pour que nous, ce soit intéressant, il faut qu'on soit branché au minimum 3 heures. Donc c'est vraiment de petites escales et on n'a pas d'escale aussi petite. Donc c'est vraiment intéressant pour nous. Voilà. Que vous faudrait-il pour pouvoir brancher plus facilement, si ça fait 100 kg, un câble, évidemment? On pense qu'en manutention, ça va être compliqué. Il n'existe pas des bras articulés ou de choses comme ça installées qui seraient plus faciles? Pour nous, sur le bateau, ça serait pas... Parce que c'est un bateau qui a déjà 20 ans. Et donc, vraiment, ça serait vraiment des travaux qui seraient trop gros. Et donc, du coup, pour la demi-heure que ça nous coûte, je pense que on peut se permettre de faire cette demi-heure de manutention. Il était indiqué tout à l'heure que vous consommiez 40% d'énergie de plus à quai qu'en route. Comment vous expliquez ça? Ça dépend, en fait, ça dépend des unités. Comme pour nous, c'est une consommation constante. Mais il y a aussi le fait que quand... Après, ça dépend vraiment des unités, puisque pour nous, c'est vraiment une consommation constante, en fait. On consomme pas plus à quai qu'en navigation, quoi. En navigation, au contraire, on émettra plus de CO2, quoi, vu qu'on aura les moteurs de propulsion également, quoi. Voilà. Donc en conclusion, donc, le projet qu'on a, encore une fois, donc, on a pris les mêmes et on recommence. Donc Aropa et VNF sont repartis et ont même présenté ensemble un dossier auprès de la Commission européenne pour financer donc, un projet de 80 bornes environ, dont des bornes croisières, comme vous pouvez le voir. Donc au total, pour ces 80 bornes, on est à 9,8 millions d'euros, financés à 20%, il y a un financement de l'Europe de 20%. Et donc pour la partie havraise, donc on aura 5 nouvelles bornes fret et une borne croisière pour à peu près un montant de 1,5 million d'euros. Voilà dit très rapidement, mais je suis à votre disposition pour répondre à vos questions. Ici sur le Havre, pourquoi c'est Seine Métropole qui est maître d'ouvrage? Parce que c'est son quai, tout simplement. Non, à ce niveau-là, en fait, le port gère l'eau, mais le quai est à Le Havre, Seine Métropole. Alors, Monsieur Salès, vous me corrigez, mais
Voilà. Mais après, c'est un partenariat aussi qu'on peut étendre, hein. Aujourd'hui, nos bornes, encore une fois, on a été très long à les mettre, mais on s'efforce à ce que nos bornes soient un système qui soit ouvert avec des logiciels, entre guillemets, gratuits. Et demain, l'idée, c'est que si on a une CCI, par exemple, à Elbeuf, qui veut se doter d'une borne, ou une commune comme Conflans-Sainte-Honorine, par exemple, en région parisienne, veut s'équiper de bornes, on est tous sur le même réseau. L'idée, encore une fois, c'est d'avoir la chose la plus simple possible pour qu'elle soit utilisée. Du coup, le batelier, quand il fera son inscription, il sera inscrit sur l'ensemble des bornes. Il n'aura pas à se préoccuper si c'est une borne qui est Ville du Havre, Port du Havre, Rouen, VNF. Ça sera exactement la même chose partout. La maîtrise d'ouvrage et puis l'exploitation, c'est deux choses différentes. Exactement. Mais l'idée, dans notre projet, c'est d'ouvrir le maximum et d'avoir quelque chose de plus standard possible, à la fois pour l'utilisateur, mais aussi pour les gestionnaires d'infrastructure. On a mis 5 ans. J'en ai honte de le dire, mais aujourd'hui, on veut que notre expérience, elle profite à d'autres et que du coup, on accélère. Parce que quand on a commencé il y a 5 ans, on s'est dit, est-ce qu'il y a vraiment un besoin? Donc on a travaillé, et aujourd'hui, le besoin, on sait qu'il est là. Et il faut qu'on y aille tout de suite, parce que c'est un petit peu un effet de club. C'est-à-dire que vous allez remettre votre bateau à niveau électriquement. S'il n'y a que quelques bornes, la motivation ne va pas être la même que si vous pouvez vous brancher quasiment à chaque escale. Donc on a lancé le truc et maintenant il faut qu'on continue de progresser. On se situe comment par rapport aux autres pays européens comme l'Allemagne et tout ça? Je vais pas tout à fait répondre à votre question, pour être honnête, hein, parce que je suis havraise et puis j'aime bien mon territoire, donc je vais dire que nous, on démarre. On démarre, donc à un moment donné, il faut y aller. Il y a aussi les pratiques, hein, des bateliers, hein, clairement. Je fais du rabattage. Des fois, je me prends le long des quais, je ne sais pas ce que vous avez vu, etc. On voit des bateaux qui sont stationnés, on prend le téléphone, on les appelle, etc. Il faut arriver encore à convaincre. Il faut y aller progressivement. On fait le mieux qu'on peut, mais on en est encore loin. Mais vous savez, une fois, j'avais été voir les gens du port de Bruxelles en leur demandant, donc on parle toujours de la Belgique, etc., en disant, on vient vous voir pour des aménagements de marchandises en ville, et ils me disaient, on est bien embêtés de vous répondre parce qu'en fait, nous, on vient à Paris pour voir comment vous faites. Donc, il y a des moments, il faut dire que ce qu'on fait, c'est peut être bien aussi, quoi. Quels sont les points alors, sur lesquels il faut encore réussir à les convaincre justement les utilisateurs? Alors, les premières réponses, c'est je connais pas le service. Donc là, clairement, nous, on a un effort de communication à faire, hein. C'est un effort qu'on fait aussi avec Entreprises Fluviales de France, hein, qui est un peu la fédération d'ensemble des transporteurs. Des conférences comme celle-ci sont aussi des relais très importants, hein, la presse, donc on essaye de communiquer. Après, c'est amener les gens, hein. Donc, je vous dis, des fois, je prends Marine Trafic ou Swing pour le Havre, je vois que le bateau il est stationné, je prends mon téléphone, j'appelle, alors ça fait un peu Big Brother, mais bon, tant pis. Et puis, je leur dis, est-ce que vous avez pensé à la borne? Non, donc c'est beaucoup de pédagogie. Et en général, une fois qu'ils l'ont essayé, que ça fonctionne, c'est les premiers à me rappeler en disant, ça fonctionne pas là. Donc, c'est un peu cliché ce que je vais dire, mais l'essayer, c'est l'adopter. Mais il faut amener aux gens, parce que c'est quand même toujours plus facile d'arriver, on se gare, on appuie sur le bouton et puis hop, ça marche. Je n'ai pas à sortir les câbles, je n'ai pas à ressortir demain matin quand il va faire nuit, redébrancher. Voilà, c'est d'autres pratiques. Et en termes d'investissement, ça représente quelque chose ou l'équipement est déjà sur le bateau? Il y a des bateaux qui sont très anciens. Donc clairement, ça a été un peu rabouté. Donc là, forcément, il y a un budget qui est plus conséquent. Sur des bateaux plus récents, on a aussi des investissements qui peuvent être lourds. Alors là, je vais te dire des gros mots que je ne maîtrise pas, mais tant pis. Des problèmes d'inverseurs de phase, notamment des bateaux qui viennent des Pays-Bas ou de Belgique. Ce n'est pas tout à fait les mêmes schémas. Donc des fois, ça peut être assez conséquent. Et c'est pour ça que Voies Navigables de France a mis en place un système d'aide pour aider. Bon, on va conclure. Je vous redonne la parole. Je vous remercie beaucoup de votre attention.